Bienvenue à Ciné Histoire spéciale Critérion. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien? Oui, ça va. Écoute, toujours là, encore après 14 émissions, déjà la 15e aujourd'hui. Et toi, ça va? Ben oui, ça va passer vite, je crois, cette émission-là, parce que on a déjà quand même traité pendant près d'une heure du premier opus, disons, de cette trilogie du samouraï, mais aussi du personnage de Musashi Miyamoto. Donc, celui-là, ça va être comme un entre-deux. Je sens que le 3, on va avoir plus de choses aussi à dire parce qu'on va conclure, on va pouvoir analyser un petit peu plus la trilogie comme un tout. Mais ce deuxième opus-là est quand même assez intéressant, puis je pense que tu l'as plus apprécié aussi, là, sans entrer dans les détails. Là, oui, je l'ai plus apprécié effectivement que le premier. C'est sûr que j'ai l'impression aussi que ça va être court, mais en même temps, on se dit toujours ça, puis finalement, on fait des 50 minutes assez facilement, donc... on s'excuse si vous trouvez ça trop long, mais je rappelle, c'est ça qu'on écrit des critiques aussi des films, là, je sais pas à quel point je suis à jour, là, mais on écrit des critiques qui résument sensiblement nos pensées, disons, là, oui, par rapport au film. Aussi, on a fait là, un récapitulatif de l'expérience de visionnement des 10 premiers titres. Donc là, je sais pas si c'est en ligne on va faire, on le fait, là, mais en fait, on pensait faire ça là, justement par dizaines. Là, donc, on va faire ça aussi pour le 20e, ça, de 11 à 20, puis on a bien hâte de le faire, évidemment. Certainement. Donc, celui-là, Samouraï 2, Duel at Ichijoshi Temple, pardon. C'est ça. Tu retravailles ton japonais. Là, Ichijoshi. C'est en fait le deuxième et le troisième, c'est tous les deux des duels at quelque chose. Ouais. Parce que la vie de Musashi Miyamoto, évidemment, c'est une vie de duel. C'est comme ça qu'il veut pas nécessairement se prouver, mais apprendre à devenir samouraï, à devenir le meilleur guerrier possible. C'est en faisant des duels. On rappelle qu'il a 61 victoires. Puis ça, je l'avais lu d'ailleurs. L'autre samouraï qui a le plus de victoires après lui, c'est 33. Donc, il y a quand même un bon écart. Là, c'est ça. C'est le Wayne Gretzky du samouraï, littéralement. Petite fiche technique, c'est ça, il y a beaucoup des acteurs et des actrices qui reviennent dans le deuxième et dans le troisième, mais il y en a quelques-uns qui s'ajoutent aussi. Donc, le réalisateur, toujours Hiroshi Inagaki, un habitué. Aussi, on rappelle qu'il fait essentiellement un remake d'une première trilogie qu'il a fait dans les années 40. Distribution, toujours Toshiro Mifune comme personnage principal, toujours aussi excellent. Il y a Koji Tsuruta, en fait, qui s'ajoute, qui joue le rôle de Sasaki Kojiro, qui a pas un si grand rôle dans ce film-là, surtout dans le troisième. En fait, c'est sa principale némésis. C'est un guerrier qui est à peu près aussi fort que Musashi. Donc, lui, personnellement, l'acteur, c'est un acteur et chanteur japonais. Il va jouer dans plus de 260 films, quand même. Il va, outre la trilogie, il est surtout connu pour le film Jisei Geishiko Ishikaku. Donc, il y avait un 2 points à l'intérieur de ça. En fait, ce serait le premier film du genre Ninkyo Eiga, qui est en fait un film de Yakuza. Yakuza, c'est le crime organisé japonais, là, où les Chinois ont les triades, disons, en Afrique ou dans les pays d'Amérique latine, il y a la guérilla. Nous, on a l'Italie a sa mafia, évidemment. Puis les Yakuza, c'est le même principe, là. Donc voilà. Parfois, par contre, il va connaître un succès avec ces films-là, mais son succès va ralentir en même temps que le genre dans les années 70. Parce que c'est un genre qui va s'essouffler assez rapidement. Puis il va mourir en 1987. Donc, dans le rôle d'Akemi, il y a toujours Mariko Okada. Dans le rôle d'Otsu aussi, il y a toujours Kaoru Yashigusa. Il y a le personnage de Yoshino, en fait, qui est... je sais pas exactement elle qui joue. Je me souviens. Ah oui, c'est ça, elle jouait la geisha parce que Musashi Miyamoto va se ramasser dans une maison de geisha. Puis là, ça. Donc elle joue Adio Yoshino. J'ai pas dit son nom, en fait, c'est Michiyo Kogure qui joue Adio Yoshino. Donc c'est ça, elle va jouer dans près de 90 films, mais c'est plus connu, en fait, c'est The Flavor of Green Tea Over Rice, qui est un critérion aussi de Yashujiro Ozu. Et elle va jouer dans Drunken Angel aussi de Akira Kurosawa. Dans le rôle de Oko, donc la mère d'Akemi, il y a toujours Mitsuko Mito. Un autre personnage aussi qui s'ajoute, un personnage quand même assez important, donc c'est le personnage de Sejuro Yoshioka, qui est interprété par Akihiko Hirata. Donc en fait, Yoshioka, ça devient un peu
l'ennemi numéro 1 du deuxième film, en fait, c'est le propriétaire de ce dojo-là. On va y revenir un peu plus tard, mais l'acteur lui-même est connu surtout pour ses rôles dans des films de kaiju. Les films de kaiju, c'est des films de monstres, là. Pas comme Godzilla. Ouais, Godzilla, notamment. Il va jouer dans plusieurs Godzilla, évidemment, mais tu sais, on rentre King Kong là-dedans, on rentre même les Sharknado, ces trucs comme ça, de Meg. Tu sais, bon, c'est un genre que j'apprécie quand même pas mal. Ben, tu vas être gâté, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup. Ben, il y en a quand même quelques-uns dans la collection. Sinon, dans la distribution, il y a Daisuke Kato, Kuroemon Ono qui joue encore le prêtre Takuan, et puis Yu Fujiki qui joue le frère, en fait, de Seijuro. De l'école, ouais. Exactement. Le scénario c'est inchangé, donc Inagaki et Tokue Wakao, tiré du roman de Eiji Woshikawa. Un film de 1955. Donc c'est ça, le premier film datait de 54, donc ils vont sortir en 54, 55 et 56 respectivement. Par contre, comme on le verra, ils seront pas tournés en bloc. C'est un film japonais, évidemment, du studio Toho. Je pense que maintenant, on pourrait essayer de plugger les studios qui font les films. Au Japon, ça a quand même une certaine importance. Le studio Toho, c'est eux qui ont fait, si je ne me trompe pas, là aussi, c'est eux qui ont fait Godzilla. C'est un studio quand même assez important. Souvent, c'est peut-être plus important même au Japon, là. Par exemple, les films d'animation, c'est le studio Ghibli. Je pense que ça a plus d'importance que, mettons, Universal ou... on les connaît quand même, là, MGM, Columbia, n'importe quoi. Mais bon. Donc, c'est encore un film de samouraï, encore un drame. 103 minutes, un peu plus long que l'autre. Et puis, le format est inchangé, donc 4.3 ou 1.33.1. Et toujours en couleur. L'édition Criterion, peut-être? Oui, on rappelle. Ça, je l'ai dit là, à l'épisode précédent, mais dans le fond, c'est ça. L'édition Criterion, les 3 films sont ensemble, donc on peut pas les avoir là, séparément. Puis les bonus pour l'ensemble des 3 films, on a évidemment une version restaurée, des nouvelles entrevues avec le traducteur et historien William Scott Wilson, qu'on a regardé, puis sur la vie là, de Musashi Miyamoto, les bandes annonces des 3 films, des nouveaux sous-titres anglophones parce qu'ils ont été refaits, puis un feuillet avec des essais de Stephen Prince et William Scott Wilson, justement. Voilà, donc comme on le répète, ça c'est le premier box set vraiment de la collection Criterion. Donc ils ont mis moins de... Je pense que c'est un des premiers films qui n'a pas de commentaires audio par-dessus le film. Il y en a un deuxième, si on prend la trilogie comme un tout, il y en a un autre aussi, et le numéro 17 non plus, il n'y a pas de commentaires audio, donc mais bon, Ça aurait été bienvenu d'avoir les commentaires audio parce qu'il là-dessus. Faut l'écouter une deuxième fois. En fait. Ouais, mais quand même. En tout cas, on y revient. Exactement. Petit résumé, parce que dernier épisode, on a fait le résumé après avoir donné les informations, vous nous excuserez encore une fois. Donc, à la fin du premier film, en fait, Musashi, il quitte Otsu et la ville de Kyoto. Une scène mémorable sur le bord d'un pont aussi, où il a gravé quelque chose. Je m'excuse. Non, qu'est-ce que... Pardonne-moi. Ouais, pardonne-moi. Bon, c'est ça, il s'excuse, dans le fond. C'est ça, il quitte la ville de Kyoto pour parcourir la campagne et prouver sa valeur en tant que samouraï. Donc, le film s'ouvre sur lui, justement, qui se promène dans les montagnes, sur le bord de l'océan, à la campagne, là. Puis qui est en quête de connaissances pour pouvoir compléter son caractère, sa forme mentale, disons, the way of the samurai. On le voit arrêté près d'une cabane dès le début, où il découvre un garçon. Il lui dit de quitter parce qu'il est en train de... il va bientôt se battre en duel contre Old Baiken, mais le jeune, il refuse parce qu'il dit qu'il reste là, que c'est sa maison. Donc, après le duel, qui va être remporté évidemment par Musashi, un vieil homme qui passait par là va châtier Musashi en disant qu'il manque de cordialité et de respect, puis qu'il n'est pas assez mentalement relax. Je sais pas comment le bien libéré, dire. En fait. Ouais. Son esprit n'est pas il est encore sain, il est pas... C'est ça, il veut encore, on dirait, se prouver pour les autres et non pas se prouver pour lui-même. Puis là, c'est ce qui fait référence un peu aux apprentissages que Musashi va faire tout au long de sa vie. Évidemment, le fait d'être cordial, ça, lui, on le sait qu'il s'en fout un peu là, de la tradition. Évidemment, il doit y avoir des trucs qu'on ne fait pas, là, frapper quelqu'un à terre ou des affaires de même. Mais comme, somme toute, lui, les traditions, il s'en fout un peu. Tu sais, si t'as une arme, elle est faite pour se battre, puis tu l'utilises, peu importe. Mais c'est ça, par exemple, de pas être assez mentalement reposé, relax ou
la tête assez vide. Ça, il va travailler évidemment tout au long du film pour ça. Donc, c'est pas encore un véritable samouraï, ou du moins... ça tombe bien, c'est une trilogie. Ouais, c'est ça. Il y aura tout le temps au monde pour se prouver. Le garçon, qui s'appelle Jotaro, c'est un orphelin, en fait. Il va suivre, après le duel, Musashi dans sa quête après l'avoir rencontré. Puis pendant ce temps-là, en parallèle, il y a Akemi et Otsu, donc les deux, disons, love interest de Musashi, qui vont se croiser par hasard à Kyoto. Otsu attend toujours le retour de Musashi, tout comme Akemi, mais les parents d'Akemi tentent, les parents, fait sa mère et son nouveau mari. On comprend pas trop c'est qui, là, parce qu'on se rappelle que Masahashi a épousé, on pense, la mère, là, vraiment, pendant qu'il était dans les champs, là, au début. Puis là, il est encore là, il est encore chez elle, mais elle a aussi un autre homme avec elle qu'on pensait que c'était peut-être le père, mais en tout cas, c'est un peu confus, là. On sait pas trop c'est qui l'autre, parce que il y a quand même une bonne autorité là sur la mère puis sur Akemi aussi. Ils vont essayer de la vendre, réussir à la vendre aussi là, à un homme riche, évidemment, puis c'est un peu lui qui prend les décisions puis tout. Donc, enfin, c'est pas super clair, mais l'autre, Matashi, est encore là, encore dans sa petite chambre, là, sur son tapis, à rien faire, il joue de la guitare. Puis, c'est d'ailleurs pas le même acteur qui reprend son rôle. On pourra en jaser un petit peu plus. Là, mais c'était mon premier point d'info, mais j'ai rien d'autre là-dessus. Là. C'est juste ça, finalement. Désolé d'avoir volé le punch. Mais sinon... Donc, c'est ça. Il apprend ensuite que Musashi est à Kyoto. Puis... c'est ça, non, excusez, la phrase d'avant, en fait, c'est qu'il tentait de la marier, il tente de marier Akemi à Seijuro Yoshioka, qui est en fait justement le maître du dojo, donc de l'école pas d'arts martiaux, mais vraiment de combat à l'épée. Donc, il essaie de la marier à lui. C'est une personne assez influente aussi à Kyoto. On apprend ensuite que Musashi est à Kyoto, puis qu'il demande en duel Yoshioka, justement, parce que c'est ce qu'il fait. Musashi, là, il fait juste se battre au plus grand. Il veut l'affronter, mais ses étudiants lui disent de pas faire ça. Ils disent à Yoshioka de pas faire ça parce que Musashi n'en vaut pas la peine. Donc, il décide de lui tendre une embuscade pour le tuer en dehors du duel, mais ça fonctionnera pas. Le reste de l'histoire, en fait, suit la complétion de ce duel-là, qui s'avère particulièrement difficile parce que les étudiants du dojo tentent toujours des embuscades à Musashi, dont une particulièrement ardue à la fin du film. On l'a mentionné dans le dernier épisode, notre dernier épisode aussi, mais un combat à 80 contre 1 là, qui est... Dans boîte, dans une rizière, là, pas très évident. Là. Ouais, puis pendant tout ça aussi, on suit Akemi et Otsu qui sont complètement amoureuses, folles de Musashi, là, qui vont tout faire pour essayer de s'attirer son amour. C'est exactement. Ça devient même un peu creepy par moments, puis c'est pas très glorieux pour les femmes en général, je crois, cette représentation-là, mais bon... que voulez-vous? Hein? C'était autre temps, autre mœurs, mais là, est-ce qu'on parle des années 50 ou des années 1600? Je sais pas, là. C'était quoi les mœurs? Non, je pense qu'on se situe vraiment plus en 1600, j'ai l'impression, là, parce que, tu sais, il y a le moment où, je pense que c'est Otsu, là, qui dit, mais un homme a des loisirs, puis ça, puis une femme a juste l'amour, puis je pense pas qu'on se place en 50, pour vrai, J'espère pas, mais ça m'étonnerait pas non plus que ce soit la même. En tout cas. Un point important à retenir de ça, c'est que être une femme au Japon en 1600, c'était pas le fun. Non, pour vrai, il se passe beaucoup trop de choses. C'est pas... Il n'y a pas de plaisir. Non, enfin. Effectivement. Puis, dernier élément peut-être du résumé, en fait, c'est qu'il y a un nouveau personnage, outre évidemment Yoshioka, qui fait son apparition, c'est Sasaki Kojiro. Donc, qui lui va jouer la Némésis. Au début, on peut le deviner là, assez bien, qui est comme, c'est un personnage qui est comme toujours un peu en retrait, qui observe Musashi de loin, puis qui se dit, qu'on voit aussi que c'est un combattant. Donc, ça met la table aussi pour un duel entre les deux personnes. En tout cas, on le croit que ça va être un duel entre ces deux personnes-là dans le 3e film. Mais c'est ça, Sasaki Kojiro rôde pas mal toujours autour de la trame narrative. Puis il va même interagir comme une espèce, pas une histoire d'amour, mais en tout cas une relation qui va évoluer entre lui et Akemi un peu plus tard aussi. Relation, je pense que c'est un gros mot, là. Enfin, ils vont être ensemble à un certain moment, mais ça se fait pas dans la joie non plus, là. Exactement. Puis lui, évidemment, ça, c'est un autre Ronin, puis qui défie lui aussi des samouraïs. Donc, c'est vraiment une espèce de Musashi 2, là. Mais à l'époque, ils sont pas mal aussi compétents, valeureux l'un que l'autre.
C'est ce qui serait tout pour le résumé, parce qu'évidemment, il se passe beaucoup plus de choses dans celui-là que dans le premier. Il y a plus de combats aussi, j'ai l'impression. En tout cas, il y a 3-4 scènes quand même un peu plus marquantes. Puis globalement, je pense que c'est un film, un très bon film. Mais je vais te laisser parler évidemment des informations du film. Ben certains, dans le fond, j'en ai pas beaucoup, encore une fois. Là, on l'a déjà dit, mais l'acteur là, qui joue Matahashi dans ce film-là, c'est pas le même que dans le premier film. Peut-être parce qu'il joue dans l'autre trilogie, je sais pas quoi, de Musashi. Mais c'était pas précisé si l'autre c'était une trilogie aussi ou si c'était juste un film indépendant. Mais enfin. Donc, c'est pas le même acteur. Musashi et Sasaki, dans le fond, sa némésis, comme on a nommé, ne se seront rencontrés qu'une seule fois dans la vraie vie, donc c'est un peu différent. Là. Dans le film, on a vraiment cette tension-là qui se bâtit là, tranquillement, mais dans la réalité, ils se seraient vus juste une fois, qui est le jour de leur duel, donc dans le 3e film. Le duel avec le directeur d'école dans le film, il se termine un peu en queue de poisson là, après avoir battu tous ces hommes. Dans le fond, les deux se rencontrent dans la forêt, puis l'autre est désarmé, puis Musashi s'en va, il le laisse à terre, puis dans le fond, il l'a battu, puis on comprend que c'est la question de l'honneur là-dedans, il l'a battu sans le tuer, dans le fond. Puis l'autre accepte ça, puis c'est vraiment une belle scène, honnêtement. Puis dans le fond, dans la vraie vie, ça se serait pas passé vraiment comme ça. On disait finalement que Musashi avait vraiment blessé l'autre à l'épaule, mais ce qui a fait en sorte qu'il a dû être amputé au bras. Donc ça devient compliqué. C'est pas la même chose là, dans le film. Ben on sait pas, mais c'est pas, ça, on le voit à terre qui est défait, mais c'est pas aussi clair. On voit qu'il est blessé au bras, mais c'est ça, vu qu'on l'a mentionné aussi, mais c'est pas un film gore, il y a pas beaucoup de sang, on voit pas grand chose, donc c'est ça, on comprend qu'il est blessé, mais on sait pas trop c'est quoi la blessure. Mais il est vivant encore. Puis dans la vie aussi, mais enfin c'est ça, dans la vraie vie ça se serait pas passé exactement de la même façon. Tu mentionnais tantôt, ça a pas été tourné d'un seul bloc là, comme les Lord of the Rings. Tu voulais peut-être développer par rapport à ça? Ben c'est ça, on le voit notamment parce que Matahashi c'est pas le même acteur, donc évidemment ils l'auront pas tourné en bloc, mais aussi je trouve que la qualité d'image, puis toi aussi tu l'as remarqué, qu'elle est pas la même. On sent qu'on est devant. Donc, on sent plus qu'on est dans un studio que dans le premier, je trouve. Des espèces, les fonds, ça fait très pancarte, puis très dessin. Des images de montagnes, de nuages, puis tout ça. Ça paraît que c'est du faux gazon par terre, mais pas tout le temps. Par contre, dans les champs, puis tout ça, ça a l'air beaucoup plus réel. Mais il y a énormément de moments où on est justement là, comme dans des petits carrés, puis il y a des maisons à côté, puis on a l'impression vraiment d'être dans un studio où c'est du faux gazon, puis tout ça, il y a des montagnes qui ont l'air peintes en arrière vraiment loin, puis les nuages ça bouge pas du tout là. Il y a vraiment ça paraît, il y a un feel cartonné justement. Dans le premier, c'est ça m'a pas frappé plus que ça, fait que j'imagine que ça devait être plus puis là je sais pas si les trois étaient déjà si c'était déjà prévu être une trilogie ou s'il y allait lentement mais sûrement qu'ils prévoyaient une trilogie en fait, mais je sais pas le budget s'il était moins grand pour celui-là ou si c'était plus compliqué de tourner à l'extérieur pour ce film-là. En tout cas, je sais pas trop, mais c'est ça, il a l'air un peu moins beau, un peu moins travaillé. Mais ceci dit, la restauration est très belle, là. L'image est très belle quand même, mais c'est un peu moins beau, je trouve, que le premier, mais bon. Mais ouais, non, je suis d'accord. Puis finalement, mon dernier point déjà, dans le fond, le film avait eu un bon succès aux États-Unis. Par contre, ça a pris plus de 10 ans avant que le deuxième sorte. Donc là, je pourrais pas expliquer pourquoi. Ben, c'est ça qui est particulier, parce qu'en plus, il avait gagné l'Oscar du meilleur film étranger, mais on sait pas trop, en fait, pourquoi. Ça doit être des problèmes de distribution, mais c'est ça, le film sort en 55, puis il va être distribué en 67, je pense, 66 ou 67. Ce qui fait pas beaucoup de sens nécessairement, parce que le premier, lui, évidemment, il est sorti en 54, mais il va être distribué aux États-Unis en 55. Donc, je sais pas qu'est-ce qui explique ce retard-là, mais puis en même temps, c'est pas parce que tu gagnes un Oscar que tu fais courir les foules nécessairement, là, mais j'imagine qu'il y avait ça, quand même une certaine popularité, quelque chose, en tout cas, pour que ça se rende jusqu'aux États-Unis. Donc, c'est vraiment particulier, ce fait-là, qu'il soit pas sorti aux États-Unis pendant 10 ans. Là, voilà.
Eh oui, mais c'est tout pour les infos, donc ça va plutôt vite. Ouais, ben c'est ça, on l'avait dit là, que l'émission allait être un peu moins longue. Ben, c'est pas déjà fini, là. C'est le temps de parler du film. Je te laisserai peut-être en parler parce que tu l'as vraiment aimé. Je l'ai vraiment aimé. Par contre, j'ai pas grand-chose à dire. En fait, c'est ça. C'est une trilogie. Le 2 est plus engageant que le premier. Il se passe plus de choses. On comprend un peu mieux où est-ce que le 3 veut aller. Je trouvais ça bien de voir les différents combats. Le fait d'avoir le petit gars avec lui aussi, ça ajoute comme une autre dimension. Il y a le début de la tension entre Akemi puis Otsu qui est vraiment le fun à regarder aussi. Je trouve qu'il y a des meilleurs éléments, il y en a plus, mais ils sont mieux faits. Puis ça nous prépare là, vraiment au combat du 3. Qui c'est ça nous, non mais ça nous amène là mentalement, puis c'est vraiment super habile là, comment on voit l'autre se préparer aussi, puis non, j'ai vraiment plus aimé ça justement parce qu'il se passe plus de choses dans ce film là, puis vu qu'on a le premier en tête, c'est plus facile de pas se perdre dans le fond là dans celui-là plus que dans le premier. Ben, le public américain lui il l'avait pas en tête vu que ça a sorti 10 ans après. Non, effectivement, on avait ce bel avantage là sur eux là, quand on les a regardés en rafale. On les a regardés, je pense, 3 jours collés, là, dans le fond. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, je l'ai plus aimé. Celui-là, je lui ai donné un 3.5 sur 5. Donc, le premier, je lui avais donné un 3. Donc, lui, 3.5. Ben, tant mieux, parce que c'est ça. Je sais pas à quel point, là, peut-être que ça l'a restauré un peu ta foi envers les films de samouraï, mais tu sais, je sais que c'est peut-être pas un genre qui te plaît plus que ça, là, non plus. Je sais pas si ça, justement, t'a donné le goût, parce qu'après ça, là, t'avais l'air dedans pour écouter le troisième. Là, oui, mais c'est sûr que c'est parce que c'est ça. Là, tu viens me chercher un peu plus. T'sais. Non, c'est pas un genre que je place aussi haut que d'autres, là, mais celui-là, il y a quand même plus de chair autour de l'os. C'est plus le fun, c'est plus engageant. Puis oui, j'avais vraiment hâte de regarder le troisième après. Puis pendant que je regardais le troisième, on pourra en parler plus à la prochaine, mais tout le long du film, dans le fond, je me demandais lequel des deux j'aimais le plus entre les deux. Puis c'était pas nécessairement facile à répondre comme question, mais entre le 2 puis le 3, dans le fond, parce que les deux sont vraiment très bons, là, mais non, là, c'est ça. Moi, je sais que de ton côté, t'aimes plus, justement, la communauté de l'anneau que le 2 puis le 3 parce que c'est plus tranquille puis tout ça. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on les regarde, j'aime mieux quand ça avance puis quand ça part puis tout ça, mais on peut comparer ça, là, je pense, là, mais... Il y a deux écoles de pensée, c'est ça. Il y en a qui aiment vraiment plus le deuxième parce que le premier se fait juste mettre en place, mais que c'est dans le deuxième que tu vois vraiment toutes les storylines, c'est vraiment disons se former puis poursuivre. Moi je suis vraiment de l'autre école en fait. Je préfère souvent plus dans une trilogie le premier puis le troisième que le deuxième. Parce que le premier, c'est ça, il met tout en place, puis c'est lui qui, tu sais, ça passe ou ça casse, là, tu sais, si c'est pas bon, t'écouteras pas le reste, mais si c'est bon, tu vas vouloir voir le reste, puis le troisième, ben c'est là que tout converge, puis tu sais, que là, tout, c'est ça, puis donc moi, je suis vraiment plus d'école. Habituellement, j'aime mieux les premiers dans une trilogie. Vous verrez dans notre prochaine émission si j'ai plus aimé le troisième ou le premier, mais pour celui-là, là. Okay. Mais pour le deuxième, c'est ça, moi, je lui donne encore 3.5. J'avais donné 3.5 au premier, mais je place encore le premier un peu plus haut. À mon avis, là, j'ai bien aimé le premier. Le deuxième, je l'ai trouvé un peu confus, puis tu sais, toi-même, t'étais confuse un peu. Il y a beaucoup de personnages qui pop, puis qu'on sait pas trop c'est qui. On a un peu de misère à suivre. Moi, c'est ça, dans le premier, c'était plus... disons classique, c'est plus straightforward. Ouais. T'étais peut-être un peu moins dedans aussi dans le premier film, là. Mais tu sais, moi j'avais quand même vraiment bien apprécié. C'était simple puis c'était efficace. Il y en a plusieurs aussi qui ont chialé sur parce qu'il y a quand même certaines scènes de combat qui se font la nuit, qui avaient chialé que c'était trop sombre. Mais tu m'avais dit ça, ouais. Mais on voyait finalement, bien quand même. C'est au coucher de soleil, c'est sur le pont, c'est pas la nuit en tant que telle, là, il est comme 7 heures. Là, c'est plus sombre, mais ça se fait bien. Là. Habituellement aussi, je sais pas si c'était comme une espèce de mise en abîme, mais habituellement le deuxième d'une trilogie est toujours plus dark aussi que le premier, là, qui est comme plus joyeux. Puis au niveau de l'image, tu veux dire? Là, c'était une mise en abîme, habituellement c'est au niveau de l'histoire, là, qui est comme ça se complexifie dans le deuxième, ça devient plus dark, là, c'est vraiment tout est réglé dans le troisième. 50 Shades Darker, hein, comme on dit. Voilà. Puis 50 Shades Lighter, le troisième. Ah je sais pas. Mais tu me prends de court, là. Mais non, mais tu sais, c'est ça. Puis on dirait qu'ils ont pris ça au pied de la lettre, même que l'image est plus sombre aussi. Mais bon,
J'irai pas jusque-là, mais ça montre très bien, c'est ça, on voit très bien comment va progresser le troisième film. On sait déjà ça va être quoi le duel, même si on le connaît pas trop. Mais non, c'est ça, tu sais, puis ce que j'ai aimé par exemple dans ce film-là, c'est que il y a toujours ce contraste-là entre Musashi puis les personnes avec qui il se bat. T'sais, dans le premier, c'est vraiment plus des brigands. Disons, même dans le 3 aussi, d'une certaine façon, c'est des brigands. Dans celui-là, c'est vraiment d'autres combattants. Donc, en théorie, c'est comme les égaux de Musashi. Là. Puis, j'aime ce contraste-là entre lui qui essaie de devenir plus posé, puis tous les autres guerriers qui devraient en théorie adapter son mode de pensée, mais qui sont à la limite comme des brigands, là, ils tentent des embuscades plutôt que d'affronter le combat. C'est ça, ils devraient, j'ai écrit know better, they should know better, je sais pas c'est quoi en français, ils devraient savoir plus. Mais tu sais c'est ça, ils devraient le propriétaire de l'école, ça devrait être un automatisme qui va faire le duel. Puis il veut le faire quand même, mais c'est vraiment tous ces étudiants qui sont comme « Ah non, fais pas ça ». Il y a même son frère qui va prendre sa place, puis finalement son frère se fait battre. Donc, tu sais, c'est ça, c'est vraiment comme... Ça montre une espèce de... Je veux pas comparer avec la politique américaine un peu, mais tu sais, l'espèce de... Tu sais, Trump était souvent vu, ou du moins est encore vu par ses partisans comme l'espèce de gars qui est contre l'establishment, puis qui il se fout un peu des procédures, puis ces trucs comme ça. Puis je le vois un peu comme... Puis tu sais, Trump, lui, veut restaurer ça, ou tu sais, pas passer par les instances. Parce que je le vois un peu à l'inverse de comme Musashi, c'est comme... Il vit dans un monde corrompu, puis il veut comme assainir son environnement, tu sais, sa classe, donc c'est les guerriers. Ils constatent que les guerriers font ça pour l'argent, ils font ça pour le fame ou ces trucs-là, puis c'est pas pour ça que tu devrais être un samouraï, que tu devrais te battre. Donc ça, j'ai bien aimé le contraste-là qui était présent évidemment dans celui-là. Il peut pas l'être dans le premier film, parce que c'était pas un samouraï dans le premier film. Mais puis tu sais, ça va se poursuivre aussi cette réflexion-là dans le troisième. Mais c'est ça, j'ai vraiment aimé ce contraste-là entre Musashi qui essaie de forger un peu sa pensée puis qui clairement fait contraste avec tous les guerriers de son époque. Puis voilà, puis les autres qui sont comme corrompus d'une certaine façon. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais c'est ça, tu sais, je lui donne la même note, 3,5, mais c'est ça, le premier, je l'ai quand même un peu plus apprécié et plus venu me chercher. Celui-là m'a vraiment confondu à plusieurs moments. Je savais plus trop qui qu'on suivait. Ben, pas qui qu'on suivait, mais... C'est ça, il y a beaucoup de personnages nouveaux quand même, puis c'est un peu plus complexe, mais somme toute, je l'ai vraiment bien apprécié, puis ça s'apprécie vraiment plus dans un tout, là. Tu peux pas écouter juste le 2 puis avoir ça. Ben, le 2, je pense qu'il pourrait être un bon stand-alone. Je comprends pas trop pourquoi il y a deux filles qui tournent après, mais à part ça, je pense que ça se fait quand même bien. Mais surtout à cause qu'on introduit l'autre personnage enfant qui va être plus présent dans le 3, je pense que le 2 pourrait être une base, là, mais ça en est une aussi, en fait, là. Ouais. En fait, c'est ça. Non, c'est ça, mais c'est vraiment un très bon film, pour vrai. J'ai vraiment bien apprécié, puis ça m'a donné vraiment le goût d'écouter le 3, puis on l'a écouté aussi assez rapidement le lendemain, évidemment. Référence à la culture populaire, j'en vois une seule. Oui. Puis je l'ai déjà dit, en plus, je m'excuse, mon Dieu. Mais c'est ça, dans Kill Bill, il y a cette bataille-là entre Uma Thurman et une espèce de grosse gang là, de gens avec des masques dans le bar, là, puis c'est ça serait clairement inspiré de cette scène-là dans le Chandri. Avec une autre référence là, au gars contre qui il se bat, qui a une lance avec vraiment une chaîne puis une balle dans le fond, puis il attrape l'épée avec ça, mais il y a ça dans Kill Bill. J'ai regardé la scène là, par après juste pour voir les parallèles, puis c'est ça. C'est quand même clair là, quand t'as vu le premier, le deuxième vient facilement. Là, donc, ça, puis la scène des 80 personnes contre une personne là, qui fait écho à l'autre scène de Kill Bill, là. On l'a mentionné dans l'autre, là, avec la chanson. Ben c'est ça, mais c'est celle-là. Ah, ok, c'est dans celle-là aussi qu'il y a la boule. Puis... Oui, c'est okay, là. Bon. Oui, donc c'est ça. Mais c'est la seule référence que ben, tu sais, c'est pas tous les films. Tu sais, je pense que l'ensemble est plus culturellement important que le deuxième. Donc peut-être qu'on aurait dû faire une émission pour les trois, mais en même temps, on a fait 1 heure sur la première. Fait que ça aurait fait une longue émission quand même. Mais la 2 a quand même fait une demi-heure. Donc, c'est ça. C'est pas rien, mais bon. Donc sans surprise, évidemment, vous comprendrez que c'est encore le silence des agneaux, Silence of the Lamb, qui demeure au sommet de notre palmarès. Donc la semaine prochaine, on conclut cette belle trilogie-là avec le numéro 3, donc Duel at Ganryu Island. Donc restez des nôtres, puis on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.